Ma sœur Léa Dubois séchait les cours et a commencé à sortir avec des garçons. Bien trop jeune, mais ce sont mes parents qui m'ont envoyé, moi, l'élève modèle. Dans un centre de redressement comportemental pour mineurs, prétendant que c'était pour lui donner une leçon. Léa, regarde bien Mathias, si tu recommences à faire n'importe quoi, tu finiras là-bas toi aussi, disait mon père. Ma famille venait me rendre visite de temps en temps. La première année, un instructeur m'a crevé le tympan. J'étais couvert de sang, agrippé au barreau, implorant de l'aide. Mon père m'a pointé du doigt tout en parlant à Léa, regarde-le, il n'est toujours pas capable de suivre des instructions. Simple, si tu ne nous écoutes pas, tu finiras exactement comme lui. La deuxième année, l'instructeur m'a brisé les 2 jambes. Mes parents se tenaient au-dessus de mon lit et disaient, regarde-toi, affalez-la comme une loque. Inutile, nous avons fait tout ce chemin pour te voir et c'est comme ça que tu nous accueilles, quel ingrat. La 3e année, l'instructeur m'a gavé d'hormones. J'ai gonflé comme une baleine. L'instructeur a ricané, il est probablement foutu maintenant, on va voir comment tu vas courir après les filles. Maintenant. Léa se tenait de l'autre côté de la grille, tenant sa lettre d'admission pour une grande école prestigieuse. Toute la famille avait l'air ravie. Mathias, elle a été admise dans une excellente école, tu as fait ta part. Je te ramène à la maison. J'ai cligné des yeux, ma vision était floue. J'essayais de comprendre. Qui est Mathias? Ici, tout le monde m'appelle le Nabo. De quoi tu parles? A demandé mon père, le visage crispé. J'ai retourné le nom de Mathias dans ma tête encore et encore, mais rien. Ils ne m'ont jamais appelé comme ça ici. L'instructeur, Vincent Roche, s'est approché derrière moi. Sa main s'est posée sur mon épaule, ferme, mais placée là où personne d'autre ne le remarquerait. Il s'est penché, sa voix basse contre mon oreille, surveille ta bouche quand tu sortiras, tu sais ce qui se passe sinon. Quand il s'est redressé, le sourire était déjà revenu sur son visage. Monsieur Dubois, ne vous inquiétez pas, les enfants sont gérés par des numéros d'identification. À l'intérieur, il faut un peu de temps pour se réadapter, Mathias a fait de réels progrès au cours des 3 dernières années, il va honnêtement nous manquer. L'expression de mon père s'est adoucie. Très bien, ramenons-le à la maison. Il m'a regardé, tu entends, ton nom est Mathias, je te ramène chez nous. J'ai hoché la tête. Ma mère s'est avancée et a tendu la main vers la mienne. J'ai sursauté en arrière, percutant le cadre de la porte, mon corps se figeant. Totalement. Je suis désolé. Mes genoux ont commencé à lâcher par instinct, la réaction remontant droit le long de ma colonne vertébrale. Ma sœur Léa s'est avancée devant maman et m'a attrapé le bras. Et, tiens-toi debout, tu n'as pas besoin de t'agenouiller. Sa voix était calme. Elle ne ressemblait plus du tout à la fille qui se battait à l'école il y a 3 ans. Mon père lui a tapoté légèrement l'épaule et m'a jeté un regard, tu vois Léa, si tu avais été aussi docile à l'époque, je n'aurais pas eu à dépenser autant d'argent pour envoyer Mathias à ta place. Il ne prenait même pas la peine de cacher la satisfaction dans ses yeux. Un enfant entre dans une grande école pendant que l'autre se fait remettre les idées en place, ça a plutôt bien fonctionné. Au moment de monter en voiture, je me suis figé, les espaces sombres me terrifiaient. La ceinture de sécurité ressemblait trop aux sangles qu'ils utilisaient pour m'attacher les bras et les jambes. Je me souvenais de plusieurs personnes se refermant sur moi, déchirant mes vêtements quand j'étais à l'arrière. J'ai bégayé. Mon père a soupiré, puis a hoché la tête. Je suis monté dans le coffre et je me suis recroquevillé dans le coin le plus éloigné, enfouissant mon visage dans mes genoux. La lumière du soleil traversait la vitre, elle me paraissait tranchante, presque douloureuse, mais quelque chose en moi s'est quand même agité. Quand
Nous sommes arrivés à la maison, une banderole était accrochée dans le salon. Félicitations Léa pour ton admission à Sciences Po. En plus petit, en dessous. Il y avait écrit « Bon retour à la maison, Mathias ». La table était dressée avec un grand festin. Assieds-toi. Mon père a tiré la chaise en bout de table. Je me suis approché mais je ne l'ai pas touché. S'asseoir sans permission signifiait recevoir des gifles répétées jusqu'à ce que les lèvres éclatent. Qu'est-ce que tu attends? Je me suis abaissé sur la chaise avec précaution. 30 secondes ont passé. Personne ne m'a frappé. Les couverts tremblaient dans mes mains. Je n'en avais pas touché depuis 3 ans. Nous mangions avec nos mains dans des plateaux en métal posés sur le sol. Se battre pour la nourriture était la règle. Si on ne finissait pas en 2 minutes, on était battu. J'ai posé les couverts. J'ai attrapé une côtelette et je l'ai fourrée dans ma bouche. L'os a heurté mes dents et ma lèvre s'est fendue. Le goût du sang s'est mélangé à celui de la viande. Je ne sentais pas grand-chose, mais au moins ça me remplissait. Le claquement sec des couverts frappant la table a fait sursauter tout le monde. Mon père a aboyé « Mathias, qu'est-ce que tu fais ?» Ma main s'est figée autour de l'os. La chaise a grincé tandis que je me levais brusquement. « Monsieur, je mange assez. » Mon père a frappé violemment la table de sa main. « J'ai dépensé tout cet argent et c'est ce que tu as appris? Manger avec les mains ?» Je me suis glissé hors de la chaise, mon front frappant le bord de la table. « Je suis désolé, je n'utiliserai plus mes mains, je ferai mieux. » J'ai ramassé l'os et je me suis laissé tomber par terre, les 2 mains au sol. J'ai mâché comme un chien, le mouvement était automatique. Cela devrait me valoir des éloges. Pensais-je. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du ronronnement du climatiseur. La fourchette de Léa s'est figée en l'air. Elle me fixait sur le sol, les lèvres serrées. « Papa, Mathias, ça suffit. » Mon père s'est frotté les tempes, puis a fait signe à Léa de me relever. « Lève-toi. Mange correctement. Je sais que tu as traversé des choses là-bas, mais regarde Léa maintenant. Cela prouve que ma méthode a fonctionné. À partir de maintenant, sois sage. Ne t'inquiète pas, je ne t'y renverrai pas. » Il a pris son verre, ses yeux parcourant mon visage. J'avais vu ce même regard sur Vincent d'innombrables fois. « Et toi, Léa, regarde-le bien, si tu gâches ce qu'il a subi, j'ai un autre endroit de prévu pour toi aussi. » Cette nuit-là, je suis resté là à fixer le lit. Avec les draps bleus, ne sachant pas quoi faire. « Mathias, pourquoi es-tu par terre ?» La voix de ma mère venait de l'embrasure de la porte. Je me suis recroquevillé dans le coin. Quand je l'ai entendu, mes bras se sont serrés fort. Autour de moi, le matelas était trop mou. Quand je m'allongeais dessus, il s'enfonçait sous moi comme si quelque chose m'écrasait. Au centre de redressement, nous dormions sur du béton en hiver. Le froid traversait directement la colonne vertébrale jusqu'aux entrailles. Au moins, c'était solide. Les choses solides ne vous avalent pas. Allez, va dans le lit, le sol est froid. J'ai secoué la tête obstinément. Maman m'a quand même soulevé et m'a installé sur le matelas. Dès que la porte s'est refermée, je me suis glissé à nouveau au sol, aussi silencieusement que possible, et je me suis recroquevillé. Dans le coin, le dos contre le mur. Je pouvais fermer les yeux. C'était la seule façon que je connaissais pour dormir et me réveiller vivant. Le lendemain matin. Au petit déjeuner, mon père était assis en bout de table et parlait au téléphone. « Et, Michel. Ouais, on l'a récupéré. Je te dis, ça a mieux marché que ce que j'espérais. Tu te souviens de comment était Léa au moment où on a envoyé Mathias? Elle s'est redressée direct,
ses lettres d'admission étaient là. Sur la table. Il n'essayait même pas de cacher sa satisfaction. Pensez-y, 3 ans d'entraînement pour un gosse et on en sort une diplômée d'une grande école. C'est un sacré retour sur investissement. 3 ans d'entraînement. C'est comme ça qu'il appelait ça. Je restais assis là, poussant mes céréales dans mon bol. Mes mains ne tremblaient plus parce que tout mon bras était devenu engourdi. Léa a posé son bol. Papa, tu peux arrêter de parler de ça au téléphone? Parler de quoi? Je dis juste les choses comme elles sont. Mathias est juste là. Mon père m'a jeté un coup d'œil. Ce n'était pas le regard d'un père pour son fils. C'était le regard qu'on porte sur quelque chose qu'on a construit. Il comprend que ce qu'il a traversé avait un but. Il a adouci sa voix comme s'il pensait paraître gentil. Mathias, es-tu heureux que ta sœur ait été admise dans une bonne école? J'ai hoché la tête. C'est bien ce que je pensais. 7 après-midi-là, Léa est entrée dans ma chambre avec une assiette de fruits. Elle a poussé la porte qui était entr'ouverte et s'est accroupie devant moi. Mathias, ces 3 années, c'était comment? Mes doigts se sont serrés sur la couverture. La voix de Vincent résonnait dans ma tête, surveille ta bouche. Quand tu sortiras. C'était bien, ai-je dit. Tu n'arrêtes pas de faire des pauses. Quand tu parles. Tu ne faisais pas ça avant. Avant, je le faisais. Mes yeux ont dérivé vers la photo sur le mur. Le garçon sur la photo avait les cheveux courts. Et une silhouette athlétique, les muscles dessinés sous le tissu. Il portait un survêtement, courant sur le terrain comme si rien ne pouvait l'atteindre. C'était moi? Ça ne pouvait pas être moi. Vincent disait que j'étais né défectueux, il disait que je serais au mieux un abo. J'étais juste quelque chose que les gens utilisaient. J'ai toujours été comme ça. Léa s'est tue une seconde, puis a demandé, est-ce que tu as mal quelque part? Oui, partout. Mes jambes ont été brisées et mal remises. Mon oreille gauche fonctionne à peine. Il y avait des ecchymoses sombres sur mon bas-ventre. Chaque fois que je sortais de la cellule d'isolement, je me frappais avec un bâton. Il y avait des blessures. Pire dans des endroits que je ne pouvais même pas regarder. Non. Ses mains sont crispées, puis se sont lentement desserrées. Peux-tu remonter tes manches? Laisse-moi voir. J'ai caché mes bras derrière mon dos. Léa. La voix de mon père venait du salon. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ne le bouscule pas, a dit l'instructeur. Les enfants qui sortent ont juste besoin de temps. Allez-y. Doucement. Léa s'est levée et s'est dirigée vers la porte, puis elle m'a regardé. On aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose, mais finalement elle a seulement dit que la pomme était sucrée et que je devais goûter. La porte s'est fermée. La voix étouffée de mon père traversait le mur, regarde-toi. Maintenant, tu es admise dans une grande école, c'est tout ce que j'ai jamais voulu, tout ce que Mathias a traversé était pour toi, une fois qu'il sera stabilisé, nous l'enverrons faire ses études à l'étranger, 2 enfants diplômés. Ce sera parfait. J'ai pris un morceau de pomme et je l'ai mis dans ma bouche. Était-ce sucré? Je ne savais pas. Ma langue ne fonctionnait plus correctement. Maman est revenue, a pris une tranche et me l'a tendue. Mathias. Ton père veut faire un dîner de famille samedi, nous fêtons l'admission de Léa. Ton oncle Marc et ton oncle Thierry viennent, tu devrais sortir et dire bonjour. La voix de mon père a suivi de l'extérieur, comporte-toi bien, ne me fais pas honte. Samedi soir, les parents et quelques partenaires commerciaux de papa ont commencé à arriver. L'un après l'autre, le salon s'est rempli de bruit. Je me tenais au tournant de l'escalier, trop effrayé pour descendre. Plus de 5 personnes ensemble signifiaient être entourées et rabaissées. Mathias, descends ici.
Les yeux de mon père se sont durcis une seconde. Tout ce que je voyais, c'était le visage de Vincent. J'ai marché lentement et je me suis arrêté au milieu de la pièce. Mon père a posé une main sur mon épaule, souriant comme s'il exhibait un trophée. Allez tout le monde, regardez Mathias, ça fait 3 ans, n'est-ce pas? Qu'il a l'air complètement différent. L'oncle Marc m'a dévisagé et a souri, et... Bien, regarde-moi ça, il a pris du poids et il est devenu calme aussi, ce n'est plus du tout le même gosse. Exactement. Mon père m'a tapoté l'épaule. Vous souvenez tous de comment était Léa, j'ai envoyé Mathias là-bas et elle s'est rangée du jour au lendemain, maintenant regardez-la, elle entre dans une grande école. Il a pointé la banderole et la copie encadrée de la lettre sur le mur. D'une pierre deux coups. Il m'a regardé, vas-y Mathias, dis bonjour à l'oncle Marc, montre à tout le monde comme tu es bien élevé maintenant. J'ai ouvert la bouche, bonjour oncle Marc. Tante Marie s'est avancée et m'a pris la main. Voyez comme il est poli et calme maintenant, tellement mieux qu'avant, personne n'aimait quand il était si sauvage. J'ai tressailli. Alors, qu'est-ce qu'il t'ont appris là-bas Mathias? Tu as appris des choses? Pourquoi ne pas nous montrer quelque chose? Oui, allez, fais-nous un petit spectacle, on dit. Quelques autres. Mon père m'a regardé, son expression montrant clairement que je n'avais pas le choix. Récite quelque chose, n'importe quoi, tu te souviens? Mes lèvres ont bougé, la seule phrase dans ma tête était celle que je disais chaque jour, j'étais du bétail, je ne méritais pas d'être humain. Je ne peux pas. Le sourire de mon père a vacillé une seconde. Il est timide, ne le poussez pas. Il a balayé l'air de la main, mais son regard m'a transpercé. Assieds-toi pour le dîner, fais un effort. L'oncle Thierry avait bu quelques verres et sa voix se faisait plus forte. Paul, ton fils a vraiment changé, comment as-tu pu penser à un truc pareil? Je n'avais pas vraiment le choix. Mon père s'est versé un autre verre d'eau, se détendant. Vous n'avez pas vu comment était Léa à l'époque, elle séchait les cours, se battait, sortait avec des garçons, elle n'écoutait rien et les punitions ne marchaient pas non plus, puis mon ami Michel m'a parlé de cet endroit, je me suis dit que la punir ne menait à rien. Mieux valait lui faire voir à quoi ressemble une vraie punition. Oh, alors tu as envoyé Mathias à sa place. Exactement, ça a marché tout de suite. Mon cousin Nathan Dubois est arrivé derrière moi avec une carafe en verre, il s'est penché et a posé nonchalamment une main sur mon épaule. Ne me touche pas. J'ai bondi sur mes pieds comme si j'avais reçu une décharge électrique. La carafe a basculé et s'est brisée sur le sol. Tout le monde s'est retourné. Nathan s'est figé. Je voulais juste te verser de l'eau. Le visage de mon père s'est assombri. Mathias. Il t'offrait de l'eau. Marie est intervenue rapidement, c'est bon, c'est bon. Il est juste un peu timide. Elle a tendu la main et a touché ma tête, ses doigts appuyant sur moi. Mes genoux ont lâché par instinct, je suis tombé au sol, les bras sur la tête, recroquevillé et tendu. Je serai sage, ne me frappez pas, ne me frappez pas, je suis désolé. Mes genoux ont percuté le carrelage. Je vais le dire, je suis du bétail, je ne mérite pas d'être humain, s'il vous plaît ne me frappez plus. Les verres se sont figés en l'air, les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin. Chaque paire d'yeux dans la pièce était braqué sur moi. Le silence dans le salon était absolu. C'était le genre de silence qui pesait sur mes tympans, plus lourd que l'air à l'intérieur de la cellule d'isolement. Tante Marie a retiré sa main comme si mes cheveux avaient pris feu. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Le verre de l'oncle Thierry a heurté la table avec un cliquetis sourd, l'alcool débordant du rebord. Personne ne respirait. Il fixait juste le garçon recroquevillé sur le sol comme un chien battu, son
front pressé contre le carrelage froid. Lève-toi. La voix de mon père a tranché. La pièce. Elle n'était pas chargée d'inquiétude, elle vibrait d'une purée. Simple humiliation. Je n'ai pas bougé, bouger sans l'ordre signifiait une côte. Cassée. Je suis du bétail, ai-je chuchoté au sol, ma voix tremblante, le script se jouant automatiquement dans mon cerveau ruiné, j'accepterai la correction. J'accepterai. Une main a agrippé l'arrière de mon col, pas un toucher doux, mais une secousse dure et punitive. J'ai dit lève-toi, a sifflé mon père, ses doigts s'enfonçant dans mon cou alors qu'il me hissait debout. Mes jambes étaient comme un poids mort, mes muscles verrouillés par la soumission. Je pendais sous sa poigne, les yeux fermés, attendant que le poing percute ma mâchoire. Paul, mon Dieu, a murmuré l'oncle Marc en reculant d'un pas, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Rien ne va pas avec lui, a répliqué mon père, le visage rouge et déformé par la colère. Il m'a secoué au point de me faire claquer les dents. Il fait juste son cinéma pour attirer l'attention, 3 ans de discipline et il pense encore qu'il peut jouer à ses jeux devant les invités. Lâche-le. Le cria. Déchirer la pièce. Léa a percuté le côté de mon père, son épaule frappant ses côtes assez fort pour le faire trébucher. Sa prise a lâché. J'ai percuté le sol. À nouveau, ramenant immédiatement mes genoux contre ma poitrine pour protéger mes organes vitaux. Léa se tenait au-dessus de moi, le buste haletant, les yeux sauvages alors qu'elle fixait son père. Elle tremblait. Ne le touche plus. Jamais. Léa, recule, a prévenu maman depuis l'entrée de la cuisine, sa voix serrée, essayant de maintenir la fragile illusion de contrôle, ton frère est juste dépassé, le centre a dit qu'il pourrait avoir des problèmes d'adaptation. Des problèmes d'adaptation? La voix de Léa s'est brisée. Elle m'a pointé du doigt, regarde-le, regarde ses yeux, il est terrifié, qu'est-ce que cet endroit lui a fait? Ils ont réparé tes bêtises, a hurlé mon père, abandonnant toute façade d'hôte poli. Il a pointé un doigt tremblant vers Léa, tu penses que tu es entrée dans cette école toute seule? Tu y es arrivée parce que je l'ai envoyé prendre ton remède, 70 000 € par an j'ai payé pour le garder là-bas afin que tu te réveilles et que tu vois ce qui arrive aux enfants qui ne suivent pas les règles. Ça, a-t-il dit en me désignant, un tas d'os brisés et de terreur conditionnés sur le sol, c'est ton futur succès Léa, alors. N'ose pas agir comme si j'étais le monstre ici. Les invités n'ont pas dit un mot. L'oncle Thierry a attrapé son manteau au dos de la chaise. Tante Marie ne voulait même pas nous regarder. Un par un, ils ont filé vers la porte d'entrée. Le silence n'était rompu que par le cliquetis précipité de leurs chaussurés. Le claquement final et lourd de la porte d'entrée. Nous étions seuls. Mon père se tenait au centre du dîner ruiné, respirant lourdement, les poings serrés, il m'a regardé et il n'y avait aucune pitié, seulement le regard froid et calculateur d'un homme face à un mauvais investissement. Sortez-le de ma vue, a marmonné mon père en tournant le dos, avant que j'appelle Vincent pour qu'il vienne le rechercher. Le nom de Vincent a envoyé un choc électrique violent dans mon système nerveux. Ma vessie m'a trahi. Une chaleur honteuse s'est propagée sur mon pantalon. J'ai eu le souffle coupé, reculant à 4 pattes, griffant le carrelage jusqu'à ce que mon dos frappe le mur. Non, non, non. J'hyperventilais, mes mains griffant mon propre visage. Je suis sage, je suis calme, pas d'isolement s'il vous plaît monsieur. Léa s'est jetée à genoux en plein dans la flaque que j'avais faite, elle s'en fichait. Elle a tendu les mains, les laissant planer au-dessus de moi, craignant de me toucher, craignant de me briser davantage. Mathias, a-t-elle étranglé entre 2 sanglots, les larmes coulant enfin sur ses cils, Mathias c'est moi, c'est Léa, personne n'appelle personne, tu es à la maison. Je l'ai regardé à travers la brume de ma panique. La maison.
Le mot ne signifiait plus rien. Le centre était mon monde. Maintenant tout le reste n'était qu'une salle d'attente avant que je n'y sois. Renvoyé. Elle m'a doucement incité à me lever, enroulant son pull autour de ma taille pour cacher ma honte. Elle m'a aidé à monter les escaliers, marche par marche. Quand nous avons atteint ma chambre, elle n'a pas essayé de me mettre sur le lit, elle savait mieux maintenant. Elle m'a guidé vers le coin de la pièce, posant une couverture épaisse sur le sol. Je m'y suis glissé, face au mur, ramenant mes genoux vers ma poitrine. Léa s'est assise par terre près de la porte, les genoux relevés, m'observant pendant un long moment. Le seul son était ma respiration saccadée. Mathias, a-t-elle chuchoté dans le noir, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'ai fixé les plaintes, j'ai corrigé mes paramètres comportementaux. Comment? J'ai fermé les yeux. Ils ont réparé mes os. Tes jambes étaient brisées? J'ai essayé de m'enfuir la première année. Ma voix sonnait creuse, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Vincent a dit que courir était un symptôme d'un cœur ingrat. Il a utilisé un tuyau en acier, il a frappé les tibias encore et encore, puis il m'a forcé à rester debout dessus. Léa a laissé échapper un son, un sanglot étouffé et agonisant. Quand je ne pouvais plus tenir debout, ils m'ont mis dans la boîte, ai-je continué, les mots sortant tout seul car j'étais conditionné à confesser mes péchés. 3 semaines sans lumière. Parfois ils jetaient de la nourriture, parfois non. Quand je suis sorti, mes jambes avaient guéri de travers. Vincent a dit que c'était bien, il a dit que je ne courais plus. Il avait raison. Et ton corps? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Pourquoi as-tu l'air si gonflé? Des injections d'hormones tous les mardis. Vincent a dit que ma masculinité était agressive, il a dit qu'il devait la pacifier. Les piqûres brûlaient, elles me faisaient mal à la poitrine, me rendaient la tête floue. Je ne pouvais plus penser clairement. Mais j'ai arrêté de me battre. J'ai entendu le froissement des vêtements, le bruit sourd de la tête de Léa frappant le cadre de la porte alors qu'elle pleurait. Je suis désolé, criait-elle, la voix déchirée, je suis tellement désolé Mathias, tu étais juste un gamin tranquille, tu avais toujours des bonnes notes, tu n'as jamais rien fait de mal, c'est moi qui faisais le mur. C'est moi qui buvais, ils t'ont utilisé comme un accessoire pour m'effrayer. Je ne savais pas, je jure devant Dieu que je ne savais pas que c'était un camp de torture. Ce n'est pas un camp de torture, ai-je récité, fixant le mur d'un air absent, c'est un établissement pour le réalignement moral. Arrête. A supplié. Léa en rampant vers moi, elle ne m'a pas touché, restant juste près de mon dos. Mathias, arrête de dire ça, tu es mon frère. Je suis du bétail. Tu es Mathias. Dubois. A-t-elle hurlé en frappant le sol de ses mains. J'ai tressailli, me recroquevillant davantage. Je vais arranger ça, a chuchoté Léa avec ferveur, son haleine chaude contre mon cou, je vais raser cet endroit et je vais te sortir de cette maison. Les 2 semaines suivantes furent un flou d'ombre et de silence. Mon père me traitait comme un fantôme, si j'entrais dans une pièce, il en sortait. Maman faisait comme si de rien n'était, m'offrant joyeusement de la nourriture que je ne pouvais pas goûter et des vêtements qui ne convenaient pas à mon corps déformé et gonflé par les produits chimiques. Mais Léa avait changé. La fille qui se souciait des vêtements, du maquillage et des lettres d'admission avait disparu. Elle passait des heures sur son ordinateur portable. L'écran illuminant son visage dans l'obscurité. Elle a commencé à verrouiller sa porte. Elle passait des appels au milieu de la nuit. Un après-midi, alors que nos parents étaient au travail, Léa est entrée dans ma chambre, elle avait un appareil photo numérique à la main. Mathias, a-t-elle dit d'une voix calme et professionnelle, je dois documenter tout ça. Je savais ce qu'elle voulait dire.
Je me suis levé et j'ai enlevé ma chemise. J'ai débouclé mon pantalon et je l'ai laissé tomber. Je me tenais là en sous-vêtements, fixant droit devant moi le mur. Le déclencheur de l'appareil a cliqué encore et encore. Elle a pris des photos des déformations sévères de mes tibias là où les os avaient mal guéri. Elle a pris des photos des énormes vergetures violettes sur mon ventre et ma poitrine due à la prise de poids hormonale forcée. Elle a pris des photos des brûlures de cigarettes sur mon dos, la méthode préférée de Vincent pour me tenir éveillé pendant les exercices de station debout de 48 heures. Quand elle a eu fini, je l'ai entendu courir à la salle de bain et je l'ai entendu vomir. J'ai remis mes vêtements et j'ai attendu dans le coin. Quelques jours plus tard, les choses ont dégénéré. J'étais assis par terre dans ma chambre. Quand j'ai entendu la voix de mon père rugir depuis le bureau en bas. C'était un son terrifiant et violent. J'ai immédiatement plaqué mes mains sur mes oreilles, fermant les yeux très fort. « Es-tu devenue folle » hurlait mon père. « Tu as appelé les services de protection de l'enfance ? C'est un mineur. Où il l'était quand tu l'as envoyé là-bas » a répondu Léa, sa voix tout aussi forte. Je leur ai envoyé les photos papa, je les ai envoyées à la police aussi, ils vont enquêter sur cet abattoir et ils vont enquêter sur toi. Un grand fracas a résonné à travers le plancher, quelque chose de lourd frappant le mur. Espèce d'ingrate. Stupide. A vociféré mon père. Sais-tu qui dirige ce centre ? Sais-tu quel document j'ai signé ? Je leur ai donné la tutelle légale et la procuration médicale pendant 3 ans. C'est un établissement psychiatrique accrédité. La police ne va rien faire. Il a les jambes brisées. Il est tombé. Mon père a crié le mensonge avec une telle aisance qu'il semblait répéter. C'était un jeune en difficulté et violent qui s'est jeté dans les escaliers dans un accès de rage, c'est ce que disent les rapports médicaux, c'est ce dont le docteur Roche a témoigné. Tu penses que quelques photos vont faire tomber une institution de plusieurs millions d'euros ? Tu vas ruiner ma réputation pour ce déchet brisé ? C'est ton fils. C'est un échec. A rugi mon père en retour. Et si tu n'arrêtes pas ça tout de suite, je jure devant Dieu que je le renvoie là-bas. Il a 18 ans, mais sous les lois de rétention psychiatrique de l'État, si je prétends qu'il est un danger pour lui-même, Roche peut le faire récupérer par un transport médical ce soir. C'est ce que tu veux ? Tu veux qu'il retourne dans la boîte ? Le silence qui a suivi était étouffant. J'étais assis dans mon coin. Tout mon corps vibrant. Retourner dans la boîte. Retourner voir Vincent. Ma respiration est devenue courte, la pièce a commencé à tourner. Je pouvais sentir l'odeur de l'eau de Javel. Je pouvais entendre le bruit sourd des bottes de Vincent sur le sol en béton. Je pouvais sentir le métal froid des menottes se refermer sur mes poignets. La porte du bureau a claqué en bas. Des pas ont martelé les escaliers. Léa a fait irruption dans ma chambre, verrouillant la porte derrière elle. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par la terreur. Mathias, a-t-elle haleté, attrapant un sac de sport dans mon placard. Nous devons partir maintenant. Elle a commencé à jeter des vêtements dans le sac. Il est sérieux, il passe des appels, nous devons partir, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai un ami qui a un chalet en Bretagne, nous devons juste monter dans la voiture. Le bruit sourd des pas a résonné dans le couloir. Une clé a glissé dans la serrure de ma chambre. Léa s'est figée. La poignée a tourné, la porte s'est ouverte. Mon père se tenait dans l'encadrement, son visage comme un masque figé. Mais il n'était pas seul. Sortant de derrière lui, imposant et large d'épaules, se tenait un homme portant un polo bleu marine impeccable et un pantalon tactique, un cordon autour du cou. Vincent Roche. L'air dans mes poumons s'est
Évanoui. La pièce a basculé violemment. Ma vision s'est rétrécie jusqu'à ce que je ne vois plus que son visage, ce sourire cruel et exercé, ses yeux morts de requin. Bonjour Mathias, a dit Vincent, sa voix d'un baryton bas et apaisant qui déclenchait une terreur primaire et paralysante dans mon cerveau. Ton père a appelé, il a dit que tu faisais une régression, on ne peut pas laisser passer ça, n'est-ce pas? Je suis tombé à genoux, mon front a frappé le sol. Je suis du bétail, ai-je sangloté, la voix brisée, le corps secoué de tremblements si violents que mes dents claquaient. J'accepte la correction, s'il vous plaît. S'il vous plaît monsieur, éloignez-vous de lui. A hurlé Léa en s'interposant entre moi et Vincent. Elle a attrapé la lampe de bureau en métal sur ma table de chevet, la brandissant comme une matraque. Vincent n'a même pas scié. Il a regardé mon père, monsieur Dubois, je crains que la présence de la sœur n'agite le patient, comme prévu j'ai le fourgon de transport dehors, nous aurons besoin d'une rétention psychiatrique de 72 heures pour le restabiliser. Faites-le, a dit mon père froidement, sortez-le de ma maison. Vous ne le toucherez pas. Léa a balancé la lampe. Vincent l'a attrapée au vol d'une main. Avec une expression d'ennui. Il a arraché la lampe de sa main, l'a jetée de côté. Et lui a mis une gifle magistrale en plein visage. Le claquement a résonné comme un coup de feu. Léa a été projetée en arrière, frappant le bord du bureau avant de s'effondrer au sol, du sang coulant instantanément de son nez. Quelque chose en moi a craqué. Pendant 3 ans, ils avaient extirpé l'être humain qui était en moi. Ils avaient broyé mes os, brouillé mes hormones et programmé mon cerveau pour s'éteindre à la vue de l'autorité. J'étais un fantôme, une machine, je n'étais rien. Mais voir Léa, la fille qui s'était assise dans la flaque de ma propre honte juste pour me tenir, la fille qui avait renoncé à son futur parfait pour se battre pour le mien qui était brisé, gisant en sang sur le sol, la programmation a bugué. Vincent a enjambé Léa, sortant une paire de colliers de serrage en plastique de sa poche, il s'est penché, attrapant l'arrière de ma chemise pour me hisser. Allez le nabot, c'est l'heure de retourner dans le noir. Il m'a tiré vers le haut. Je ne me suis pas laissé faire. Utilisant l'élan de sa traction, j'ai propulsé mon corps vers le haut, plantant mes pieds au sol. Mes jambes, bien que tordues et faibles, avaient supporté mon poids pendant des exercices de station debout de 48 heures, elles ont tenu. J'ai jeté ma tête en arrière, frappant de plein fouet le pont du nez de Vincent avec l'arrière de mon crâne. Le cartilage a craqué, Vincent a hurlé, trébuchant en arrière, ses mains volant à son visage alors que le sang jaillissait sur sa bouche. Mon père a crié sous le choc, « Mathias, arrête-toi. Cours Léa. » Ai-je hurlé. Le son m'a déchiré la gorge, c'était la première fois que je criais en 3 ans. Vincent a récupéré plus vite qu'un homme normal et il s'est jeté sur moi, ses mains massives s'enroulant autour de ma gorge. Il m'a poussé en arrière, me projetant contre le mur si fort que le plâtre s'est fissuré. Sale. Petit monstre, a-t-il craché, le sang de son nez m'éclaboussant le visage. Ses pouces s'enfonçaient dans ma trachée, m'étouffant. Je vais te mettre dans un trou si profond que tu oublieras à quoi ressemble la lumière. Des taches noires dansaient dans ma vision. Mes mains griffaient ses poignets épais, mais c'était inutile. Il était trop grand, trop fort. Mais je ne me battais pas pour gagner. Je me battais pour gagner du temps. Du coin de l'œil, j'ai vu Léa se remettre sur pied. Elle n'a pas couru vers la porte. Elle s'est jetée sur mon père, lui assénant un coup de genou directement dans l'entrejambe. Mon père s'est effondré. Avec un sifflement aigu. Léa a attrapé le lourd presse-papier en fer de mon père. Sur la console du couloir. Elle est revenue précipitamment dans la chambre, le levant au-dessus de sa tête à 2 mains. Dans un cri viscéral et guttural.
Elle a abattu le bloc de fer directement sur l'arrière du crâne de Vincent. Le son fut écœurant, un bruit sourd et creux. Les yeux de Vincent ont roulé dans leurs orbites. Sa prise sur ma gorge a disparu. Il a vacillé une seconde comme un chêne abattu avant de s'écraser face contre terre, complètement inconscient. Je me suis glissé le long du mur, cherchant mon air, tenant ma gorge meurtrie. Léa a lâché le presse-papier. Ses mains tremblaient violemment. Elle a regardé le corps inerte de Vincent, puis mon père qui gémissait et vomissait sur le tapis du couloir. Elle a mis la main dans sa poche et a sorti son téléphone. Elle n'a pas composé le numéro de la police. Elle a appuyé sur un bouton, mettant fin à un appel en cours. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Elle sifflait. Quand papa criait en bas, a halté Léa en essuyant le sang de son nez, je n'ai pas appelé les services sociaux, j'ai appelé la chaîne de télévision locale, une journaliste d'investigation. Je lui ai dit que le PDG d'une entreprise locale multimillionnaire tenait son fils en otage, et j'ai laissé la ligne ouverte. Des sirènes ont retenti au loin, pas une seule, mais plusieurs, devenant plus fortes. À chaque seconde, des gyrophares rouges et bleus ont commencé à clignoter contre la fenêtre de la chambre, découpant l'obscurité. Mon père a levé les yeux du sol, le visage blême, réalisant exactement ce qui venait de se passer. Léa, non. Tu nous as ruinés, tu as ruiné la famille. Léa a enjambé le corps de Vincent et s'est agenouillée à mes côtés, elle a attrapé ma main, la serrant si fort que ça faisait mal, c'était la meilleure douleur que j'ai jamais ressentie. Il n'y a pas de famille, a dit Léa en regardant son père droit dans les yeux, juste un monstre et les enfants qui lui ont survécu. Les retombées furent apocalyptiques. La police a investi la maison quelques minutes plus tard. Trouvé un homme inconscient avec des colliers de serrage au sol, une adolescente en sang et un jeune homme sévèrement déformé physiquement fut suffisant pour ignorer toute procuration légale que mon père tentait d'invoquer. L'enregistrement de l'appel téléphonique ouvert a donné à la police un motif valable d'intervention. Les photos que Léa avait prises fournissaient les preuves de la torture physique. Quand les ambulanciers m'ont chargé sur le brancard, je ne me suis pas recroquevillé. Je n'ai pas caché mon visage alors qu'ils me faisaient sortir par la porte d'entrée. La pelouse grouillait de voitures de police et de camions de presse. Les flashs crépitaient, capturant mon corps brisé, les ecchymoses. L'état gonflé et contre-nature de ma silhouette. Mon père a été emmené menotté. Le visage caché derrière sa veste, hurlant sur son avocat au téléphone. Maman se tenait sur le perron, en pleurs, essayant de dire aux officiers que c'était un malentendu. Ils l'ont ignoré. Vincent Roche s'est réveillé dans un lit d'hôpital, menotté au barreau. La police d'État a perquisitionné le centre de redressement comportemental la nuit même. Ils ont trouvé les boîtes d'isolement. Ils ont trouvé les tuyaux en acier. Ils ont trouvé 63 autres enfants, tous dans des états de décomposition physique et psychologique variables. Le procès a duré 6 mois. Je n'ai pas eu besoin de témoigner, les preuves médicales parlaient d'elles-mêmes. Vincent Roche a été condamné à 85 ans de prison fédérale pour agression aggravée, enlèvement, mise en danger de mineurs et une douzaine d'autres chefs d'accusation. Le centre a été démoli. L'entreprise de mon père a fait faillite en quelques semaines. Après le scandale, il a été inculpé comme complice et condamné à 15 ans de prison. Maman a divorcé, prenant tout l'argent qui n'avait pas été saisi par l'État, et a déménagé en changeant de nom. Je ne l'ai pas revu depuis et je m'en fiche. 2 ans plus tard, la brise marine apportait l'odeur du sel et des pins. J'étais assis sur le porche du petit chalet usé par le temps, une couverture épaisse sur les épaules malgré le soleil d'été. Mon corps était différent maintenant. Le gonflement dû aux hormones s'était lentement résorbé, laissant ma peau détendue mais mon esprit clair. J'avais subi 3 chirurgies.
pour briser à nouveau et remettre les os de mes jambes. Je marchais toujours. Avec une canne et un boitement prononcé, mais je marchais. Les cicatrices psychologiques étaient plus difficiles à guérir. Je me réveillais encore en criant. Parfois je n'arrivais toujours pas à dormir sur un matelas mou, préférant un tapis fin sur le parquet. Les petits espaces clos me serraient. Encore la poitrine, mais je ne m'étais pas appelé bétail depuis plus d'1 an. La porte moustiquaire a grincé. Léa est sortie avec 2 tasses de thé, elle en a posé une sur la petite table à côté de moi et s'est affalée dans la chaise en osier avec un long soupir. La semaine des partiels est brutale, a-t-elle marmonné en se frottant les yeux. Elle avait décliné son admission dans la prestigieuse école parisienne pour s'inscrire dans une université locale, suivant des cours en ligne pour pouvoir rester au chalet et s'occuper de moi. Elle étudiait le droit, voulant devenir procureur pour poursuivre les cas d'abus institutionnels. Tu réussiras, ai-je dit, ma voix calme mais assurée. Elle a souri en buvant une gorgée de thé. Elle a regardé l'eau, la lumière du soleil accrochant les lignes douces de son visage. Le docteur Harris a appelé ce matin, a-t-elle dit, tes dernières analyses de sang sont excellentes, ton système endocrinien est presque entièrement revenu à la normale. Je sais, ai-je dit, je me sens plus apaisé à l'intérieur. C'est bien. Elle a tendu la main et a serré la mienne. Je n'ai pas tressailli, j'ai serré en retour. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, regardant simplement les vagues s'écraser contre le rivage rocheux. Il n'y avait pas de banderole dans le salon, pas de dîner de famille forcé, il n'y avait aucune attente, aucun paramètre, aucune correction. Il y avait juste un frère et sa sœur, et le long et magnifique travail d'apprendre à redevenir humain.